raconte-nous, donc toi tu es le papa d'un enfant prématuré. Enfin j'ai 2 enfants, mais il y en a un des 2 qui est prématuré, oui c'est Maxime, donc qui est né... Bonsoir Maxime, il nous écoute. Sûrement, ou alors il est au dodo avec un peu de chance. Ouais. Donc qui est né en 2013, en septembre 2013, et qui est né, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, à 34 semaines d'aménorrhée. Comme Béatrice le disait, c'est une prématurité moyenne, mais vu les circonstances de sa naissance, il a été un petit peu anémié lorsqu'il est sorti, et puis il n'était pas assez mature pour se... Anémié ? Un manque de fer. D'accord. Manque de globules rouges, manque de fer. Et du coup, il n'était pas assez mature pour se régénérer tout seul, en fait. Du coup, il est né à la Polyclinique de l'Atlantique, donc pour ceux qui connaissent, à Saint-Herblain, et il a été tout de suite transféré au CHU de Nantes, qui est le seul établissement dans la région de niveau 3, donc qui peut accepter les cas les plus difficiles. Et donc voilà, dans la soirée, donc ça s'est fait un dimanche soir, hein, pour la petite anecdote. Ouais. Tranquille sur le canapé. Tranquille, pas vraiment, mais... Ouais. Et donc voilà, donc transfert immédiatement au CHU. Donc la première difficulté déjà, c'est que la maman voit son enfant partir dans un autre établissement, parce que la maman, elle, n'a pas été transférée au CHU. Ah ouais, donc c'était loin, les 2 établissements ? Ça a 15 minutes en voiture, mais ouais. Ça reste éloigné. Puis c'était une césarienne, donc la maman pouvait pas suivre tout de suite. Donc ça, c'était une des premières difficultés. Puis après, arrivé au CHU, donc moi j'ai pu accompagner Maxime. Et c'est vrai que là, les premiers instants, on voit du monde s'agiter, on sait pas trop ce qui se passe. Enfin, nous, en tant que papa, enfin la première grossesse était très bien passée. Là, c'est normalement, tu te dis ça va être comme sur des roulettes pour le deuxième. Et en fait, pas du tout. Et du coup, arrivé au CHU, on me dit d'attendre. Enfin, j'ai passé 1 à 2 heures à attendre d'avoir des nouvelles sans savoir ce qu'il en était. Donc c'était assez difficile. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au CHU, on est quand même très bien reçu sur ces questions-là. Donc, Maxime a été en réanimation néonatologie pendant une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc voilà, les vraies difficultés, en fait, c'est que pendant toute cette première semaine, même dès les premiers instants, on se dit pas, ça y est, on est papa. La première question, c'est finalement, est-ce qu'on va l'être, quoi. Ouais. Le CHU ne se prononçait pas forcément sur la survie ou non du bébé. C'est vrai que c'est très difficile de se projeter. On n'a pas de possibilité de se projeter à ce moment-là. Le seul espoir, c'est juste qu'il survive. Et puis après, le fait qu'il y ait des séquelles ou non, c'est même pas la première question. La première question, c'est qu'il survive. Et tu l'as vu au bout de combien de jours ? Alors je l'ai vu le lendemain matin, le soir, du coup on m'a dit de rentrer chez moi, et puis que ce serait... Donc il y avait ta femme à l'hôpital, toi tout seul. C'est ça. Sachant qu'il y avait le grand aussi, hein, donc c'est une autre difficulté. Ah oui. Il y avait le grand, donc qu'on avait mis chez une voisine pendant ce temps. Donc pas mal de choses à gérer en même temps, des endroits différents, donc la maison d'un côté, la polyclinique de l'autre, et le CHU. Donc c'était assez compliqué. Et donc ta première rencontre avec Maxime, comment ça s'est passé ? La première rencontre après le transfert, ça a été difficile, parce qu'on le voit dans un incubateur, donc Béatrice en parlait tout à l'heure. C'est assez difficile de voir son enfant dans une... en gros, c'est un grand berceau en verre, entièrement couvert, quoi. Donc on n'a pas d'accès à l'enfant, pour le toucher, et du coup c'est assez difficile de le voir dedans sans pouvoir le toucher. Ça rend les choses un peu... C'est difficile de rendre la chose concrète sans pouvoir le prendre dans ses bras, et puis en plus de le voir, là, il avait plein de tuyaux partout, comme disait Béatrice tout à l'heure aussi, donc il était aidé pour manger, aidé pour respirer, et avec des câbles aussi pour le monitorer, donc pour avoir sa saturation en oxygène, sa fréquence cardiaque. Exactement. Et quand est-ce que tu as fait ton pot à pot avec lui ? Alors le premier contact physique. Le premier contact physique. Alors il y a eu des contacts physiques avant le pot à pot, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les incubateurs, il y a des petites trappes
par lesquelles on peut passer les mains. Donc les premiers contacts ont été ceux-ci. Donc toucher le bébé avec les mains, enfin avoir un premier contact quand même, ça reste quand même difficile. Enfin il y a un côté qui est vraiment très frustrant de ne pouvoir que lui prendre un petit peu la main sans le prendre sur soi. Donc pendant quelques jours comme ça, on n'a pas pu faire de peau à peau, et les premiers peau à peau ont été faits vers la fin de la première semaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette première semaine, donc, il y a eu beaucoup d'opérations différentes. Enfin, il a eu des transfusions, il a même eu une IRM, il a eu, pas mal de choses. Et pendant une semaine, on avait vraiment des doutes sur le fait qu'il survivrait en fait à tout ça. Et après les premiers peau à peau, sincèrement, c'est pas juste une légende, on a vraiment vu une différence dans la santé du bébé qui a commencé à se remettre vraiment. Je pense qu'il a senti enfin qu'il avait ses parents qui étaient avec lui. C'est pas qu'une sensation, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré vraiment que c'est très important et que ça aide le bébé, ça le soutient et puis ça lui donne une force de vie. Je te soutiens, enfin, quand tu te dis on savait pas, on a une épée de Damoclès sur la tête. Et c'est vrai que nous, on était toujours très prudents. On disait aux parents, aujourd'hui ça va, aujourd'hui c'est mieux, aujourd'hui on a fait ci, aujourd'hui c'est ça, mais demain on ne sait pas. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est la plus grosse angoisse, c'est là, il y a la minute, et qu'est-ce qui va se passer là, dans l'heure qui suit ou le lendemain, et c'est très difficile pour les parents. C'est ça. Mais après, chaque jour est une victoire au final à ce moment-là. Donc, il a passé un peu plus d'une semaine comme ça en réanimation, puis après, il est passé en soins intensifs. Donc, service un peu moins technique. Un peu moins technique, c'est ça. Il faut savoir aussi qu'au CHU, on a été très bien reçus des deux côtés, très bien accompagnés aussi par les pédiatres et les puéricultrices. Donc, ça s'est très bien passé, en tout cas au niveau humain. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Cette période de stress intense, ça a duré combien de temps au total ? Le stress intense a duré, je dirais, une bonne semaine. Ensuite, quand il est passé en soins intensifs, passer de réanimation à soins intensifs, c'est un mieux, c'est un signe de mieux. Donc là, on se dit, c'est pas gagné, mais on se dit, il y a un vrai espoir. Donc on commence à un peu relâcher la pression. Et se dire, commencer à vraiment se projeter, quoi. Et comment ça a été vécu par ta chérie ? Est-ce qu'elle est passée notamment par la phase parce qu'il y en a qui se sentent coupables ? Et oui, parce que la maman se dit, je n'ai pas réussi à porter mon bébé jusqu'au bout. Donc il y a une énorme culpabilité des mamans, mais c'est pas de leur faute. C'est voilà. Quand on est malade, c'est pas de sa faute. Oui, puis plus le fait d'être séparé de l'enfant dans les premiers jours, c'est vrai que ça a été difficile. Donc là aussi, le pot à pot a aidé aussi, je pense, la maman et le papa aussi, à vraiment faire connaissance avec le bébé, quoi. Et maintenant, Maxime, comment il gambade comme un petit fou ? Il gambade comme un petit fou, il nous en fait baver, donc. Ouais. Il est trop dynamique. C'est bien. C'est ça. Ah ouais. Ouais, il a du caractère. On dit, les puéricultrices nous disaient que souvent ça les rendait plus forts. On a l'impression que c'est quand même le cas, parce qu'il n'est pas du genre à chouiner pour rien, et par contre il est du genre à s'affirmer beaucoup. Donc. J'avais lu dans les effets, parfois il disait que ça pouvait déclencher un peu d'hyperactivité de l'enfant et tout. Ça peut. Oui, ça peut, parce que... T'inquiète pas, Gaëlle. Quoi, hyperactivité, non ? C'est toujours, après on dit ça peut, puis chaque enfant est différent, chaque histoire est différente, ça peut, je disais tout à l'heure, un peu des troubles du comportement, parce que des enfants qui ont été très stimulés, en fait, dans le ventre de leur mère, ils sont dans un milieu aquatique, ils sont en apesanteur, ils sont au chaud, les bruits et les lumières sont filtrés, et ils devraient y rester jusqu'à leurs 9 mois. Et en fait, ils sortent plus tôt, et ils sont dans un environnement avec des bip-bip, des tit-tip, des dring-dring, C'est de la musique, hein ? Non, pas vraiment, je t'assure que non. L'incubateur, c'est une grosse caisse. Hein. C'est une boîte en plastique, c'est une caisse de résonance. Et donc, c'est à nous, les soignants, les parents et tout, de faire en sorte que ça reste, de minimiser c'est une boîte qui le protège, et en même temps, ça lui donne plein de stimuli qui sont pas très bons pour lui. À nous de faire attention justement à protéger. Maintenant on a compris ça, donc on fait beaucoup plus attention, on baisse les lumières, on baisse le son, on recouvre les incubateurs avec des couvertures pour atténuer le son.
on travaille et on continue encore à travailler sur tout ça pour protéger ce petit bébé et lui éviter des mauvais stimuli. Voilà. Est-ce que tu as une rencontre à nous raconter ? Une rencontre ? Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a plus marqué ou une... Oui, c'est une maman qui était enceinte de jumelles et qui malheureusement qui avait fait une insémination, une fécondation in vitro à La Réunion, puisqu'à Mayotte on n'a pas de centre de procréation médicale. Donc elle était partie à La Réunion, elle avait était enceinte de jumelles et à la naissance, donc les jumelles sont nées très prématurées, je m'en mêle là. Et donc il y a une des petites filles qui est décédée très tôt. Et donc c'est vrai que la deuxième, c'était un petit peu notre petite chouchoute du service. Ah oui, parce que pour nous c'était vraiment, elle était tellement précieuse et puis on l'a eu des mois. Donc en fait on s'attache aux parents, on s'attache aux bébés, on s'attache à tout le monde, à nous aussi. Et c'était dans mes débuts à Mayotte et cette petite fille, j'ai eu la chance de la voir grandir après. Et génial. Ça, voilà, et ça. Le plus grand des bonheurs. Ça n'a pas de prix, quoi. Quand on la voit grandir et puis bien grandir, voilà, être pleine de vie, c'est trop chouette. Est-ce qu'il y a l'un de vous trois, on a 1 minute pour conclure. Merci Juliette. Mais merci à vous. Donc non, mais la conclusion, c'est en fait aller soutenir We Love Préma et les parents. Vas-y. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'association SOS Préma parce qu'au final, toute cette opération, c'est quand même pour eux. Pour eux. Et il faut savoir que quand on est dans le parcours de soins, en réa et en soins intensifs, on a un peu l'impression d'être tout seul. SOS Préma, de savoir qu'ils sont là et qu'ils sont prêts à aider, c'est important. Il y a des forums, ils ont une antenne à Nantes, ils sont présents, donc faut pas hésiter à les contacter quand on est dans ce cas-là, parce que je sais qu'on a pour l'avoir vécu, je sais qu'on a besoin d'en parler, ou au moins de s'informer sur la chose. Et eux, ils sont là pour ça, ils sont là pour aider tous ces bébés prématurés. Qu'on aime tous très fort.